Construction d'infrastructures routières au Niger. Objectif, faciliter les transactions commerciales avec le Nigeria. Atelier consacré au mérite de l'ex-première dame Rosine Soglo Bénin, une initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel. Puis attentat perpétré contre le président vénézuélien ce dimanche, Nicolas Maduro, soutenu par l'armée, prépare une riposte. Merci de prendre le rendez-vous pour cette nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Au Niger, la région de Maradi, capitale économique du pays, se modernise à travers la réalisation des infrastructures routières. L'objectif est de désenclaver les villes et villages pour de meilleures transactions commerciales avec le Nigeria voisin. Le reportage est signé Abdul Karim Mahamadou. Le programme de la renaissance du Niger voulu par le président de la République prévoit tout le long de son mandat le développement socio-économique du pays et des régions en particulier à travers des infrastructures routières pour désenclaver les différentes villes. C'est le cas de la région de Maradi qui partage à travers plusieurs de ses localités des centaines de kilomètres de frontières avec le Nigeria. Les réalisations de plusieurs voies bitumées permettront de développer les échanges commerciaux, comme c'est le cas de la route Tchadoua-Mayaï et Maradi jusqu'au Nigeria. Le tronçon Tchadoua-Mayaï, qui fait environ 100 km, confié à l'entreprise de grands bâtiments et travaux publics pour un coût de plus de 31 milliards de francs CFA, est presque achevé et répond aux normes de l'UEMOA. Le tronçon, il fait un linéaire de presque 60 km, y compris la voirie de Mayaï, qui fait une longueur de 6 km 200. Le tronçon principal, il fait une longueur de 53 km 600. Pour les populations de Maradi, c'est un ouf de soulagement, car c'est bientôt la fin du calvaire des usagers de la route. Les activités commerciales et notamment les échanges avec les autres localités et le Nigeria vont se renforcer. Toute la région connaît aujourd'hui, pendant le passage du président de la République au pouvoir, et la construction des routes a repris. Et regardez, prenez l'exemple de Madarumfa et de Mayi. Depuis 1960, ils attendaient d'être reliés au chef-lieu de région par une route bitumée. Ça n'a jamais été possible. Mais cette fois-ci, c'est en cours, c'est possible. Et je sais que dans les deux cas, d'ici la fin de cette année, évidemment, il me semble que les deux routes seront terminées. Outre la route, l'entreprise a réalisé plusieurs travaux connexes. Il s'agit des forages pour l'accès à l'eau potable des populations, des classes d'école, des murs de clôture ainsi que plusieurs arbres fruitiers plantés dans tous les villages traversés par la route. Direction le Mali, où 3 candidats ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle, et ce après l'annonce des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle. Voici les détails. Les 3 principaux opposants maliens ont annoncé ce dimanche la saisine de la Cour constitutionnelle du pays pour bourrage d'urne par le camp du chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Soumaïla Cissé, qui a recueilli le 29 juillet 17,8% des voix contre 41,42% pour Ibrahim Boubacar Keïta, selon les résultats officiels proclamés jeudi soir, avait dénoncé dès vendredi des résultats ni sincères ni crédibles. Arrivé 3e du scrutin avec 7,95% des suffrages, l'homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo a également déposé un recours à la Cour constitutionnelle qui concerne les résultats et le recomptage des voix. Au regard des constats d'irrégularité, le 4e homme du premier tour, Tchèque Modibo Diarra, a lui aussi saisi le plus haut tribunal malien. Mais la Cour n'a pas confirmé la réception des différentes saisines car les requêtes viennent en confidentialité et sont directement remises au secrétaire de la présidente. Cette saisine intervient alors que la Cour constitutionnelle, composée de 9 juges, doit proclamer officiellement mercredi les résultats du premier tour pour que démarre la campagne du second tour qui se tient le 12 août. Au Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles ont signé à Khartoum un accord final sur le partage du pouvoir. À cette occasion, le président Salva Kiir a appelé à l'unité. Reportage. Le président Salva Kiir et son rival, le chef rebelle Riek Machar, ont signé ce dimanche un accord sur le partage du pouvoir à Khartoum
en présence du président soudanais Omar el-Béchir et ses homologues du Kenya, de l'Ouganda et de Djibouti. Plusieurs diplomates étrangers ont également assisté à la séance. En vertu de l'accord, Riek Machar va intégrer un gouvernement d'unité nationale et devenir premier vice-président. Le document vise également à mettre fin à la guerre civile meurtrière qui a ravagé le pays. J'exhorte à nouveau les chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale sur le développement à se concentrer sur la mise en œuvre de l'accord. Quelqu'un a dit que le diable se cache parfois dans la mise en œuvre. L'accord que nous venons de signer aujourd'hui doit être une ébauche de la fin du conflit et de la guerre dans notre pays. We should concentrate on timely implementation of the agreement. Nous devons mettre l'accent sur la mise en œuvre de l'accord et nous engager de nouveau à unir notre peuple et à œuvrer pour un transfert pacifique du pouvoir par les urnes plutôt que par les balles et par les armes à feu. Selon les termes de l'accord, le gouvernement de transition sera composé de 35 ministres, dont 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar, le reste représentant les autres groupes. En ce qui concerne le Parlement, il comptera 550 députés, dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Il y aura aussi 4 autres vice-présidents outre Riek Machar. Au Bénin, les mérites de l'ancienne première dame Rosine Soglo ont été reconnus la semaine dernière. C'était au cours d'un atelier national organisé par l'Association béninoise au droit constitutionnel qui avait pour thème 3 décennies d'engagement politique des femmes au Bénin. Reportage. Contribuer à l'émergence des femmes en politique et contribuer au développement inclusif, équitable et durable au Bénin. C'est l'objectif que vise l'ABDC, entendez, l'Association béninoise de droit constitutionnel, en organisant cet atelier national sur l'engagement politique des femmes au Bénin, qui vise également à faire le bilan et partager avec un large public l'expérience des femmes politiques au Bénin. L'engagement des femmes n'est pas seulement une problématique régionale, mais c'est également une problématique nationale. Un débat qui est d'actualité, qui a été d'actualité, qui le reste, et pour moi qui le restera jusqu'à ce qu'on trouve les solutions institutionnelles, juridiques, politiques qui permettent de forcer le système et de rendre davantage visibles les femmes. Au cours de cet atelier, l'audace et le sens d'engagement de l'ex-première dame Rosine Soglo ont été montrés comme des valeurs à la jeune génération. L'idée de rendre hommage à l'honorable a jailli de l'honorable Amisetou à Fodjobo. Et j'ai pensé que Rosine Viera Soglo, notre tendre maman, comme elle aime qu'on l'appelle, méritait que nous lui consacrions une journée pour lui rendre hommage, pour le combat qui a été le sien et qui continue d'être le sien. Et à travers elle, nous rendre hommage à nous aussi femmes qui travaillons nuit et jour pour le développement de ce pays. Féministe ou pas féministe, Rosine Soglo, Viera Soglo incarne une modernité qui invite à une plus grande égalité entre les hommes et les femmes dans le champ politique. Chef de parti politique, et je vois la femme qui se bat aussi pour les droits de la femme en politique. Elle est notre exemple. Des communications ont été données sous la direction de l'honorable Éric Roundété. À la fin des travaux, les participants ont entre autres souhaité mettre en place un groupe de travail chargé d'approfondir les réflexions sur les choix que doivent faire les femmes dans l'arène politique nationale. On reste au Bénin où l'assainissement du milieu des religions endogènes se poursuit. Le bureau de l'association Savoir et Secrets endogènes au service du développement humain et de la paix a été installé. C'était devant les acteurs et certaines autorités politico-administratives. On fait le point dans cet élément. La commune de Zakota a célébré la culture endogène ce samedi. Tête couronnée, autorités politico-administratives et culturelles,
ont assisté à l'installation du bureau communal de l'association Savoir et Secret endogène au service du développement humain et de la paix. Savoir et Secret endogène au service du développement humain et de la paix, SEDHP, est le creuset auquel nous avons réfléchi afin de révéler au plan national qu'international la richesse dont regorgent les connaissances endogènes de la culture de notre pays. Né de la Conférence nationale des forces vives des religions endogènes, tenue le 14, 15 et 16 mai 2018, le Conseil national des cultes endogènes est la force motrice qui œuvre à la valorisation des atouts culturels et cultuels du Bénin. CONASEB devient le plus grand regroupement, la plus grande fédération qui regroupe en son sein l'essentiel des associations à caractère initiatique traditionnel et de cultes endogènes du Bénin. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces objectifs, CONASEB s'engage résolument à travailler aux côtés des autorités à divers niveaux. De même, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB, par ma voix, entend désormais prendre une part active en ce qui concerne la promotion de nos valeurs endogènes au sein du programme d'action du gouvernement. L'arsenal juridique constitue le frein à cette promotion, pourtant levier essentiel pour le décollage économique d'un Bénin essentiellement fiscal. On peut faire de cette richesse ce que le professeur Aza a qualifié tout à l'heure de tourisme religieux. Le Bénin s'en portera mieux, au dire des acteurs de ce milieu, encore en voie d'assainissement. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, soutenu par l'armée, se prépare à répliquer avec une poigne de fer à l'attentat dont il dit avoir été la cible. Du côté de l'opposition, on redoute une nouvelle vague de répression. Reportage. 6 terroristes présumés et accusés d'avoir attenté à la vie du président vénézuélien ont été arrêtés. L'attentat est survenu dimanche lors d'une parade militaire. Alors que Nicolás Maduro faisait un discours, une explosion est entendue. Des gardes du corps se précipitent pour le protéger. L'attaque a été menée à l'aide de 2 drones, chacun chargé d'1 kilo de C4, un puissant explosif militaire capable de faire des dégâts dans un rayon d'environ 50 mètres. Quelques heures après l'incident, Nicolás Maduro fait une apparition à la télévision, affirmant avoir été la cible d'un assassinat et mettant en cause l'opposition vénézuélienne ainsi que son homologue colombien. Je n'ai aucun doute que tout pointe vers la droite, vers l'ultra-droite vénézuélienne, en alliance avec l'ultra-droite colombienne, et que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cette attaque. Une accusation que Juan Manuel Santos a tôt fait de réfuter, la qualifiant d'absurde. Des propos qui ne semblent pas apaiser la colère de Nicolás Maduro, bien décidé à riposter avec une poigne de fer à l'attentat. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.